Salut à tous, on se retrouve après quelques petits mois d'absence pour une nouvelle vidéo qui va traiter aujourd'hui des traitements hormonaux de substitution féminisants uniquement. C'est un sujet auquel j'avais envie de parler depuis un moment étant donné qu'il y a plusieurs méthodes et qu'on trouve beaucoup de choses diverses et variées sur internet. Donc voilà, je voulais faire une vidéo qui regroupe tout parce que moi quand j'ai commencé à vouloir user d'un traitement hormonal de substitution, je me suis retrouvé noyé en fait sous les informations qui pouvaient être contradictoires, etc. Donc j'ai fait beaucoup de recherches de mon côté concernant tout ceci, avant de choisir du coup la méthode qui me semblait adaptée à moi. Ce qu'il faut prendre en considération dans cette vidéo, c'est que je vais pas vous dire laquelle est la meilleure. Même si j'ai mon avis personnel étant donné que j'en ai choisi une, c'est que mon avis personnel, c'est une méthode qui me sera adaptée. Alors je voulais juste en profiter avant pour faire de l'autopromo. J'ai lancé depuis peu une chaîne Twitch sur laquelle je parle de différentes choses, que ce soit des thèmes autour du genre, que ce soit le jeu vidéo forcément, faire un peu de jeu vidéo, des faits sociétals, pas mal de choses, du blabla, etc. Et aussi de la musique, voilà. Comme j'ai dit à ma première vidéo, ça fait très longtemps que je fais de la musique. C'est ma profession, c'est ma passion. Donc voilà, je voulais aussi en faire avec vous autour des lives. Je me doute que ça n'intéressera peut-être pas grand monde ici, mais voilà, qui sait, dans tous les cas on pourra traiter d'autres choses, et si jamais vous avez des idées d'émissions qu'on pourrait faire en live, surtout n'hésitez pas à me les poster, soit en commentaire, soit à venir sur mon Instagram avec lequel on aura beaucoup plus de facilité pour échanger. Si vous voulez retrouver la chaîne du coup, elle se retrouvera en description, et surtout n'hésitez pas à venir rien que pour me follow, ça se mettra beaucoup, ça me permettra d'être un peu plus en avant, et voilà, bref, passons au sujet initial. Pour éviter de dire des conneries dans cette vidéo, j'ai fait des notes, j'ai mis des choses de côté et je me suis aussi beaucoup aidé du site Wikitrans qui pour moi est très bien fait et regroupe énormément de choses, donc c'est aussi un site que je vous mettrai en description. N'hésitez surtout pas à aller le voir et à faire vos recherches plus approfondies par la suite bien entendu. Mais en tout cas ce site regroupe énormément de choses, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous avez des questions supplémentaires, vous voulez voir des... Là, vous voulez aller voir par exemple tous les types d'anti-androgènes, ce genre de choses. Enfin bref, on reviendra dessus plus tard, mais vous verrez que sur ce site, il y a énormément de choses, donc n'hésitez pas à aller le voir. Avant tout, ce serait bien du coup de définir l'intérêt d'un traitement hormonal de substitution féminisant. Son but va être vraiment au final de bloquer la testostérone et d'augmenter les taux d'œstradiol. La testostérone et les œstradiols sont du coup des hormones sexuelles qui sont présentes dans notre corps, que notre corps sécrète tout simplement. Donc les deux sont sécrétés peu importe le sexe de naissance, mais à des taux différents. Donc l'intérêt sera au final de modifier ces taux hormonaux pour au final se rapprocher des taux hormonaux du genre assigné au sexe de naissance que l'on vise. Dans notre cas, les taux hormonaux des femmes cis. Un truc à savoir, c'est que peu importe la méthode qu'on choisit et peu importe les taux qu'on aura, etc., il est hyper important au final que notre corps ait accès à des hormones sexuelles parce qu'elles jouent des rôles importants au final dans le développement de notre corps et dans son bon fonctionnement. Donc il y a quelque chose qu'il faut éviter, c'est de se retrouver avec aucune hormone. Donc vous verrez qu'il y a des méthodes au final que je vais présenter ici qui ont les désavantages de si on n'utilise qu'une partie du traitement, on peut se retrouver au final sans hormones sexuelles, ce qui peut poser des soucis, même sur une durée temporaire. Donc voilà, c'est un truc à prendre en considération, vaut mieux éviter. Et c'est aussi quelque chose à prendre en considération si on vient à faire des opérations. Si on vient par exemple à se faire retirer les testicules, la testostérone ne pourra plus être produite, donc il faudra obligatoirement un traitement de substitution. Donc on va passer à la première méthode, qui est la prise d'œstrogène et d'un anti-androgène. Alors cette méthode, c'est la méthode qui est la plus courante, qui est la plus utilisée de nos jours. Elle consiste en la prise d'un anti-androgène qui va bloquer la testostérone en complément du coup d'un oestrogène qui va venir augmenter nos taux d'œstradiol. Il existe beaucoup d'anti-androgènes, chacun ont une efficacité qui diffère et surtout des risques de santé qui diffèrent aussi. Il est vraiment important au final de bien le choisir. Moi personnellement, les anti-androgènes sont des choses qui m'ont fait un peu peur parce que elles ont des risques supplémentaires au niveau de la santé, étant donné que ça fait un produit en plus à prendre. Voilà. Après, ça a des avantages, c'est qu'on peut réguler indépendamment les taux d'œstradiol et les taux de testostérone. Et c'est celle qui est considérée, en tout cas, comme étant se rapprochant le plus d'une puberté de femmes cisgenres, et qui permettrait d'avoir les meilleurs résultats de féminisation
Alors c'est assez controversé, hein. Il y a des personnes qui pensent l'inverse, il y a des personnes qui préfèrent d'autres méthodes, dont la méthode C, la dernière méthode dont on parlera. Mais c'est cependant une méthode qui va vraiment nous permettre d'abaisser facilement les taux de testostérone tout en ayant peu de taux d'œstradiol, ce qui est considéré comme étant la meilleure solution, d'où le fait qu'elle soit le plus répandue. Un des inconvénients de cette méthode, c'est que, étant donné qu'on utilise des anti-androgènes, notre production de testostérone est cassée, ce qui veut dire que si on régule mal nos taux d'œstradiol, on va se retrouver sans hormones. Le deuxième souci, c'est que l'anti-androgène qui est le plus prescrit, c'est l'Androcur, et que celui-ci a quand même pas mal de risques de dépression, de méningiome et d'insuffisance hépatique. Ce qui veut dire que ça augmente en plus de ça les risques de problèmes de santé ou de complications. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu rebuté, je dois vous l'avouer. Le fait de devoir prendre un deuxième produit qui augmente les risques, surtout quand j'ai découvert qu'il y avait d'autres méthodes qui permettaient au final ne prendre qu'un produit, ça m'a un peu refroidi. Mais ce sera la méthode qui vous sera principalement prescrite ou proposée, étant donné que ça va permettre d'utiliser ce genre de produit, voilà, comme le Strodose. Moi j'ai commencé avec ça, gel du coup, qu'on va venir s'appliquer sur les avant-bras, sur le scrotum. Enfin, il y a certaines parties, voilà, du corps qui permettent d'assimiler davantage ces produits et les hormones. Donc moi je m'appliquais ça d'abord sur les avant-bras puis après sur le scrotum, étant donné qu'il y avait de meilleurs taux d'absorption au niveau du scrotum. Mais j'ai pas pris d'anti-androgène, c'est quelque chose que j'ai fui dès le début parce que j'avais fait mes recherches avant de commencer le Strodose. Et voilà, c'était quelque chose qui ne me correspondait pas. Au niveau des risques de santé, etc., je voulais pas augmenter mes risques de santé, c'était quelque chose qui me faisait quand même relativement peur. Donc je me suis dit que voilà, j'allais passer outre les anti-androgènes et utiliser une autre chose. En fait, cette autre méthode avec laquelle j'ai voulu commencer, c'est la troisième méthode, donc je passe directement dessus. Parce qu'elle fait lien directement avec ce que je vous montre ici, le Strodose. Donc c'est la prise d'œstrogène et de la progestérone. Alors c'est une méthode qui est reconnue par l'Endocrine Society, et de ce fait, en dehors de la France, les médecins le prescrivent très peu, donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en France. En fait, c'est une méthode qui va consister à dupliquer les effets anti-androgènes en complémentant le Strodose, enfin les oestrogènes, à la progestérone. Ce qu'il faut prendre en considération du coup avec cette méthode, c'est que la progestérone est considérée comme un anti-androgène, mais extrêmement faible. Si on ne prend que que de la progestérone, ce sera très peu efficace. Et c'est même pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de médecins qui considèrent que c'est pas une méthode efficace et qu'elle va pas changer grand chose. Mais cela dit, là où ça devient intéressant, c'est quand on va venir au final utiliser les deux produits en même temps, qui vont se synergiser. Là on peut vraiment observer une baisse assez conséquente du taux de testostérone. Malgré tout, cette méthode va vraiment dépendre de comment votre organisme va assimiler les deux produits, les deux hormones. Donc ça peut vraiment varier selon la personne, donc ça va demander beaucoup plus de recul et de recherche sur les taux à prendre pour au final réussir à trouver les taux qui vont vous permettre d'abaisser assez efficacement votre taux de testostérone. Pardon. Ce qui est considéré comme étant un avantage de la progestérone, c'est qu'elle va lutter contre l'anxiété ou les effets de dépression que peut générer les oestrogènes. Alors là-dessus, c'est assez marrant parce que moi personnellement, du coup, j'ai essayé la progestérone et j'ai eu l'effet inverse. C'est-à-dire que au tout début, j'ai eu en effet une forte perte d'énergie, je dormais beaucoup, peut-être un peu de perte d'envie à certains moments, même si j'ai eu un rapport très spécifique à la redécouverte de mon corps, à la redécouverte des légers goûts qui changeaient, des sensations, le toucher, tout ça et tout. C'était quelque chose qui moi m'émerveillait énormément, donc j'ai très peu ressenti au final cette sensation de dépression ou d'anxiété. Par contre, à la prise de la progestérone, parce que je l'ai prise quelques semaines après le commencement de mon Strodose, j'ai eu des effets très très similaires à des anxiolytiques, à des antidépresseurs, et c'est quelque chose que moi j'assimile très mal. Je me suis vraiment retrouvé avec une extrême fatigue, là pour le coup vraiment une extrême fatigue, et c'est quelque chose que mon médecin ne m'avait pas dit. Au final, la progestérone est quelque chose à prendre
En tout cas, c'est conseillé de la prendre avant d'aller dormir parce que justement, elle a un effet qui va vous faire dormir. Donc moi, j'ai pris ça en pleine journée, je me retrouvais complètement capoute. J'avais beaucoup de mal à raisonner, à réfléchir, à vraiment faire des activités qui me... voilà, qui demandaient beaucoup de concentration. Bon, après, il faut aussi prendre en considération que j'ai un TDAH et que je pense que forcément, ça joue avec. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un TDAH, c'est trouble de l'attention avec hyperactivité ou sans. Donc voilà, c'est quelque chose qui moi m'a vraiment même amené à déprimer parce qu'au final je me sentais perdre mes capacités, je me sentais perdre ma réflexion, mon énergie, etc. et tout. Donc ça a été, je l'ai essayé quelques jours, j'ai dit c'est non stop, c'est mort, la progestérone, pas pour maintenant en tout cas, parce qu'elle sert aussi à d'autres choses, enfin en tout cas elle peut servir à d'autres choses, donc peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais en tout cas là je me suis dit non, ça ne va pas être ça, tant pis, c'est mort. Un des gros inconvénients aussi de cette méthode-là, c'est que selon votre taux, comme je vous ai dit, selon votre assimilation de la progestérone et de l'androgène, il se peut que chez certaines personnes, ce ne soit pas suffisamment bien assimilé, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des taux de testostérone qui ne baissent pas suffisamment au final pour amener suffisamment de féminisation. Donc c'est une méthode au final qui va vraiment dépendre de vous à essayer. Alors, il faut aussi prendre en considération que la progestérone est beaucoup prise par des personnes trans pour améliorer la poussée des seins. Il se pourrait, d'après ce qu'on peut observer, que la progestérone vient arrondir la forme des seins et permettre aussi qu'elle pousse légèrement plus. Mais c'est quelque chose de très très controversé, on a très peu de recul là-dessus. Il n'y a pas d'étude qui est malheureusement faite là-dessus, on a vraiment que des retours d'utilisatrices sur le sujet. Et généralement, la plupart des médecins vont vous dire que ce n'est pas efficace quoi. Malgré tout, chez certaines personnes, il semble que ce soit efficace. Cela dit, moi ce que j'ai vraiment vu, c'est que dans le développement des seins, la glande mammaire se fait d'abord, puis ensuite il y a les tubes Lactalib. Je sais plus si c'est ça le terme exact. Donc si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait vraiment cool. Mais voilà, il me semble que c'est les tubes Lactalib. Et le souci étant que si les tubes Lactalib se développent avant les glandes mammaires, ça va bloquer le développement en fait tout simplement des glandes mammaires. Étant donné que chez une femme cis, les glandes mammaires se développent avant le tube Lactalib, ça peut certainement poser problème. On n'a pas assez de recul là-dessus, mais moi j'ai pas voulu prendre le risque. C'est pour ça que je dis que je reviendrai peut-être plus tard sur la progestérone, si je sens que j'en ai besoin justement pour modifier la forme de mes seins, ou que je sens qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose de ce côté-là. Je réessayerai à contre-cœur, mais voilà, en tout cas c'est quelque chose à prendre en considération. Moi j'ai pris le choix d'essayer de me rapprocher un minimum d'une puberté de femme cis, en laissant déjà mes glandes mammaires se développer, puis ensuite les tubes Lactalib. Et c'est quelque chose que je vois très peu au final sur le net. Il y a beaucoup de personnes qui le font directement, et je me demande si ça bloque pas. Voilà. Moi j'ai des amis, j'ai une amie plus précisément qui au final a des seins incroyables de ce côté-là, et qui a utilisé cette méthode avec la progestérone, mais il me semble un peu en décalé. Donc voilà. Donc ensuite nous avons la deuxième méthode que je vous présente en troisième, parce que c'est cool de vous compliquer la tâche, qui est la prise d'œstrogène, et juste la prise d'œstrogène en fait. C'est une monothérapie œstrogénique, qui va consister au final à prendre des taux suffisamment élevés d'œstrogène pour que notre corps naturellement régule lui-même la production de testostérone. Alors là je vais lire parce que c'est quand même assez compliqué le terme. Les œstrogènes ont en effet une propriété assez pratique. Ce sont d'excellents antigonadotrophines. Voilà, c'est bon. En fait, c'est-à-dire qu'à partir d'un taux suffisamment élevé dans le sang, ils vont forcer le corps à réduire jusqu'à stopper la production d'hormones sexuelles. Dans notre cas, la testostérone. En France, c'est quelque chose qu'on voit très peu, parce que ça demande une méthode qu'on interdit pour la prise d'œstrogène tout du moins. Et je pense que y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en considération par rapport à ça, dont deux, je pense. Donc, la première, c'est que historiquement, ça a été la première méthode mise en place lors des traitements pour féminiser le corps. Sauf qu'à l'époque, ce n'étaient pas des œstrogènes bio identiques, ce qu'on utilise aujourd'hui, mais des œstrogènes conjugués.
comme le prémarin, et qui étaient du coup extrêmement dangereux pour la santé et qui ont conduit au développement d'autres THS comme la première méthode avec l'utilisation d'anti-androgènes pour limiter les risques justement en santé. Voilà, donc il y a eu vraiment un gros recul de fait sur cette méthode, mais qui n'a plus lieu aujourd'hui étant donné qu'on n'utilise plus du tout les mêmes androgènes. Alors c'est une méthode que moi je vois énormément en ce moment, c'est celle que j'utilise, je sais pas si je l'ai dit mais voilà je le dis, c'est celle que moi j'utilise, et c'est une méthode qui reprend vachement les devants, parce qu'elle facilite beaucoup les choses. Déjà en termes d'argent, c'est une méthode qui coûte extrêmement moins cher, genre vraiment, j'ai fait les comptes, moi j'ai une petite capsule de Stradiol. Je peux tenir 1 an avec à peu près, ça, elle m'a coûté 30 €, donc c'est pas remboursé, forcément on va y venir, c'est pas remboursé. Ça m'a coûté 30 €, là où je devais me retrouver avec l'usage d'autres produits à facilement 90 € par mois. Donc on se retrouve facilement à du 1000 € par an. Voilà, on fait la balance, 30 €, 1000 €, voilà. Je pense que ça fait partie aussi des autres intérêts. Je pense que si c'est interdit en France, il y a aussi des intérêts médicaux. Donc on va pas être là pour faire voilà, des théories du complot, etc. Mais bon, hein, si on essaie de rechercher un peu quand même, il y a très peu de raisons valables à pourquoi c'est interdit. D'autant plus que les méthodes que ça demande, donc la méthode de l'injection, ça demande de s'injecter, donc de se piquer. On pourrait se dire ouais mais ça complique les choses, il faudrait se former, etc. et tout. Bah oui, mais non, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout interdit dans le cas d'une THS masculinisante. Là, les personnes s'injectent de la testostérone et il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et puis il suffit d'encadrer, il suffit de... Bon bref, du coup c'est pas valable. Il y a d'autres raisons qui sont mises en avant mais qui là aussi pour moi ne sont pas du tout valables, dont on va parler juste après. Donc j'ai du mal à comprendre personnellement pourquoi c'est interdit. Si vous avez des informations là-dessus, je suis vraiment preneuse. La seule raison que je vois c'est que ça apporte beaucoup plus d'argent. Voilà, ça fait tourner beaucoup plus d'argent, ça permet de commercialiser davantage d'autres produits comme les anti-androgènes et j'en passe. Mais on constate quand même qu'il y a énormément de personnes trans qui utilisent cette méthode. Et moi personnellement je comprends pourquoi. Alors, elle a des avantages, déjà le premier avantage c'est qu'elle est extrêmement simple à mettre en place. Il suffit juste d'augmenter les taux d'œstrogène jusqu'à ce que la testostérone s'écroule. Ça va dépendre au final de comment vous assimilez aussi encore une fois le Stradiol. Moi j'ai de la chance de ce côté là, donc je fais des tests régulièrement, des prises de sang avec des bilans hormonaux qui permettent de voir justement mon taux de Stradiol, mon taux de testostérone, etc. Donc là actuellement mon taux de testostérone il est capoute, hein, donc ça marche très bien. Et j'ai le gros avantage d'assimiler très bien le Stradiol, ce qui veut dire que je peux avoir des taux de Stradiol plus faibles que ce qui est demandé généralement pour casser la testostérone. Alors attendez, bougez pas, je vais directement les voir mes résultats pour vous donner un exemple. Donc voilà, je l'ai devant les yeux, donc là je vais vraiment concentrer sur le Stradiol et la testostérone totale. Donc testostérone totale, je suis au-dessous de 0,5 Ng. Donc là vraiment c'est ce qu'il faut viser. Être au-dessous de 0,5 c'est très bien. À savoir que j'étais à titre indicatif, attendez bougez pas. J'étais donc à 5,59 Ng par milligramme. Ce qui était un taux tout à fait acceptable parce que pour un homme cis on est entre 1,75 et 7,81. Donc on voit bien voilà, que ça a très bien fonctionné sur le taux de testostérone, je suis très très basse. Et à contrario en oestradiol là, donc j'ai fait ça en fin de cycle parce que là, je m'injecte l'œstrogène toutes les semaines, qu'on va revenir dessus. Mais je l'ai fait justement juste avant de refaire ma piqûre. Donc c'est là où le taux d'œstradiol est le plus bas. J'étais à 171 d'œstradiol. Donc on voit bien que même malgré le fait que je sois à 171 PG par milligramme, j'ai un taux de testostérone qui est parfait quoi. À savoir que on considère généralement que pour abaisser la testostérone à ce stade, il faut entre 250 à 300 PG de Stradiol. Donc au final je m'en sors très très bien de ce côté là, j'en suis très ravi, ce qui veut dire que je peux adapter aussi mon traitement et prendre moins de Stradiol, ce qui est très bien.
Bon bref, pour en revenir à nos moutons, du coup, les autres avantages c'est pas de prise d'anti-androgène, donc on écarte des risques, ça c'est vachement cool. Les forts taux aussi d'œstrogène sont connus pour limiter la dépression. Et donc cette méthode, en manière générale, est très appréciée des femmes trans qui souffrent de dépression. Ça c'est vraiment cool, donc c'est vrai que moi personnellement, là actuellement, que ce soit en termes de fatigue, etc., je ressens plus spécifiquement, même si je suis légèrement plus fatigué qu'avant. Mais j'ai aucun effet de dépression ou quoi que ce soit, donc ça c'est vraiment cool. Donc je sais pas si c'est par rapport à mon tempérament de base ou si c'est par rapport au fait que j'ai des plus hauts taux de testostérone, d'œstrogène. Mais force est de constater que voilà, actuellement je n'ai aucun effet de dépression, quoi. Et le dernier avantage, c'est l'aspect financier, quoi, tout simplement. Grâce au coût faible des injections, bref. Mais ça a d'autres inconvénients, c'est que déjà premièrement vous serez une rebelle. Attention, hein, voilà, vous pourrez aller en prison pour ça. Non, en vérité, je sais pas les risques que ça encourt sur le plan pénal. Ouais, je suis très informé de ce côté-là, yes. Sincèrement, vu les avantages que ça pouvait avoir sur ma santé, je me suis dit que peu importe les risques, je le ferai. Voilà. Donc je suis parti là-dessus. Il y a aussi un autre désavantage qui est le fait de commencer progressivement, c'est-à-dire que forcément les injections c'est des plus hauts taux, donc on a beaucoup plus de difficultés à faire des paliers au final, à comment dire, à faire des paliers, à y aller petit à petit en escalier, quoi. C'est pour ça aussi que j'ai préféré du coup commencer avec ce genre de produit pour avoir des taux plus faibles, monter, etc. Donc c'est à dire que j'ai commencé avec une pousse de ça, puis après 2, puis après 3, puis après je suis passé aux injections. Voilà, je pensais que c'était vraiment ce qu'il y avait de plus réfléchi, plus intéressant. Cette méthode aussi pourrait augmenter le risque de problèmes Alors attends. J'en ai marre vraiment de ce terme là, beaucoup trop compliqué. Thromboembolique. Voilà, on va dire que c'est ça. De toute façon, si vous avez des doutes, vous pouvez aller, comme je vous ai dit, sur le Wikitrans. Là, il y a les liens qui redirigent vers tous ces trucs-là, dont le lien sur ces problèmes-là spécifiquement. Donc souvent directement liés au taux d'œstrogène. Alors, c'est vrai qu'il y a des controverses de ce côté-là, comme quoi des femmes cis ont des taux beaucoup plus bas d'œstradiol, etc. Alors c'est vrai, elles ont des taux plus bas que 300, ça c'est sûr. 300, attendez, je vais rechercher parce qu'à chaque fois j'oublie, c'est NG 300 PG, vous voyez, j'allais dire des conneries. Donc c'est vrai qu'elles ont des taux beaucoup plus bas que 300 PG. Alors j'avais des chiffres exacts là que j'avais trouvé il y a quelques mois, impossible de les retrouver, je suis très dégoûté. Ce qui était vachement intéressant avec ce tableur que j'avais, c'est que ça nous montrait en fait les taux d'œstradiol des femmes cis selon leur cycle, parce que c'est un taux qui va aussi beaucoup évoluer forcément, et ça contredisait complètement moi ce que je pouvais voir sur le sujet, sur le fait que oh mon dieu 300 c'est beaucoup trop, etc. Il y a des femmes qui naturellement en ont des taux aussi hauts entre guillemets, et je dis bien aussi hein, parce qu'on est loin d'être vraiment dans des trucs affolants et vous allez comprendre pourquoi. Il y a des femmes qui tournent régulièrement autour de 200 sans souci. Il y a des femmes qui, selon leur cycle, vont avoir des pics, même qui vont monter au-dessus de 300. Et surtout, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans le cas d'avoir énormément plus, avec des pics qui peuvent monter jusqu'à 30 000 PG. Oui, c'est énorme. Et c'est simple, c'est lors du processus quand une femme est enceinte, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, oui, certes, c'est une augmentation des risques, entre guillemets, mais sincèrement, avec les taux dont on a besoin, on en est quand même loin. Et vous pouvez constater, moi, par exemple, dans mon cas, que j'ai besoin de beaucoup moins que 300, donc je diminue les risques, donc ça va dépendre aussi de vous, entre guillemets. Mais dans tous les cas, voilà, c'est quand même des choses à prendre en considération et on voit bien que c'est marqué que cette méthode pourrait augmenter le risque. A savoir aussi que ces risques-là augmentent, certes, mais les taux d'augmentation sont quand même vachement moindres que les risques qu'on encourt avec un anti-androgène. Un autre inconvénient aussi qu'on peut trouver avec cette méthode-là, c'est que du coup ça demande de s'injecter. Soi-même ou avec un de nos proches, du coup les œstradiols. Donc ça demande d'avoir du matériel supplémentaire
Au niveau du matériel, bah, il faut une seringue. Moi personnellement j'ai des seringues pour de l'injection d'insuline. Il y a deux méthodes d'injection, il y a la sous-cutanée et l'intramusculaire, pardon, excusez-moi. Moi j'ai opté du coup pour le sous-cutané parce que c'est des aiguilles qui sont moins grandes, c'est plus facile à faire, il y a légèrement moins de risques. Mais le gros souci c'est que c'est pas tout le monde qui réagit bien au sous-cutané. Il y a certaines personnes qui font des réactions en sous-cutané. Donc c'est pas des réactions graves, mais voilà, c'est des réactions qui vont soit faire mal, soit gratter, soit... Donc voilà, il y a des personnes qui au final passent en intramusculaire. L'intramusculaire c'est aussi une méthode qui est énormément utilisée pour l'injection de testostérone, donc de ce côté là il n'y a pas de souci, mais ça demande quand même d'aller plus profond, d'aller dans le muscle, etc. Donc si c'est mal fait, ça peut avoir légèrement plus de risques. Mais malgré tout, le gros avantage en sous-cutané c'est que le plus gros risque qu'on peut avoir c'est de mal viser et de simplement avoir des douleurs qui vont partir. On a l'impression d'avoir un hématome, on sent la boule sous la peau. Voilà, mais si c'est bien fait, que vous faites attention, etc., il n'y a pas de souci. Moi, ça fait... j'en ai fait 6 jusque-là. Non, j'en ai fait plus que 6 même. Je sais plus exactement. En tout cas, ça fait des mois voilà, que je le fais. Et je l'ai fait 2 fois. Je l'ai mal fait. Et depuis, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, voilà. Et c'était... Enfin, sincèrement, ça allait, quoi. C'est juste quand je m'asseyais, je sentais un peu, et voilà, c'était dérangeant. Et puis, au bout de quelques jours, c'est parti. Et puis, voilà, quoi. J'ai juste fait davantage gaffe les semaines suivantes. Et puis, ça s'est très bien passé, quoi. Et puis, depuis, il n'y a plus de soucis. Donc, tout va bien. Personnellement, en plus de ça, moi, j'ai la phobie des seringues. Voilà, les piqûres, c'est vraiment pas mon truc. Donc, c'est un truc qui était un peu réticent. Je me disais... Mais au final, dans les faits, ça change énormément de choses de le faire soi-même. Alors j'ai eu l'avantage d'avoir une amie qui fait ça depuis des années et qui a pu me montrer. C'est pas compliqué. Si jamais vous avez besoin, je peux vous faire une vidéo pour vous montrer. Donc je vous montrerai pas mon cul, hein, bien entendu, en vidéo. Mais je pourrais vous expliquer en tout cas le processus. C'est pas compliqué, vraiment. Et moi je constate personnellement que du fait que ce soit moi qui tienne la seringue, qu'il le fait, pardon. Et bah j'ai beaucoup moins cette phobie de la piqûre, sincèrement. Et ça arrivait beaucoup moins de fois que je me fasse mal en le faisant moi-même que quand je suis allé faire des prises de sang où la moitié du temps je me retrouve avec un hématome, quoi. Donc là d'ailleurs il y a des questions à se poser, même si bon la technique est quand même sacrément différente, hein. Aller viser une veine, c'est quand même autre chose que de simplement s'injecter quelque chose sous la peau. Mais voilà, tout ça pour dire que ça ne demande pas énormément de compétences, vraiment. En plus, vous allez le faire quelques fois. Au pire des cas, si vous loupez, vous apprendrez. Il n'y a pas plus de risque que ça, vraiment. Donc, voilà, personnellement, j'y ai trouvé que des avantages. Alors, je tenais à rajouter quand même 2 petites choses sur cette méthode-là. Déjà, la première, c'est un avantage qu'elle a par rapport à ces méthodes. Cette méthode, ça va vous demander de vous appliquer tous les jours le gel. Donc si jamais vous voulez répartir les doses pour avoir continuellement le même taux entre guillemets, et vos petites pousses, vous en faites une le soir, une le midi, une le soir, une le matin pardon, une le midi, une le soir. Voilà. Donc si vous avez un TDAH comme moi, comment vous dire que c'est extrêmement compliqué. Moi j'avais très peur à un moment donné d'oublier. Et c'est chiant en fait parce que dans le cas par exemple où je vais en soirée, je suis bourré, etc. et tout, je rentre, il faut que j'y pense. Alors ok, il faut que je pense à me démaquiller aussi, etc. et tout. Ouais, certes, mais si je me démaquille pas, c'est pas bien grave. Si j'oublie ça, c'est un peu plus grave. Sinon, il y a aussi le fait où, par exemple, je pars, je vais en soirée, imaginons, encore une fois, hop, allez, je vais me bourrer la gueule, tac, 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 tac. Je repars chez une amie, ou je dors chez une amie, ou peu importe, tu vois, bref. Et j'ai oublié ça chez moi, parce que je me suis dit, je vais rentrer chez moi, donc pas de soucis. Je fais comment? Bah, je vais pas chez mon ami. Je rentre chez moi et je m'applique mon truc. Voilà, donc ça vous demande soit d'y penser et de le prendre. Donc bon, c'est bien, ça va, il y a plus gros, hein, mais dans un petit sac comme moi je peux avoir qui fait cette taille, comment vous dire que... Voilà, c'est très chiant. Si jamais vous venez à le perdre dehors, vous êtes... voilà, vous êtes baisé. Donc pas cool. Donc ouais, non, vraiment, c'est pas un truc qui, moi, me convenait là-dessus.
Donc le gros avantage voilà, que j'ai actuellement, c'est que, et on en vient au deuxième truc que je voulais dire, c'est que il existe différents types d'oestradiol que vous pouvez vous injecter. Alors attendez, bougez pas, je vais vous rechercher les noms exacts. Voilà, en face de moi, j'en ai vraiment pas mal. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Moi, j'en connais 2. Je connais du coup l'oestradiol Valérate. Valérate, ouais, c'est ça. Et l'oestradiol Enatat. Alors, je sais plus exactement c'est lequel que j'ai. Attendez, bougez pas, je vais chercher. Voilà, j'en ai profité, vous savez quoi, hop, je vais vous le montrer, le voilà, tac tac tac. Voilà la différence de taille. Voilà, 1 mois, 1 an. Donc alors c'est de l'oestradiol Enatat, voilà c'est ça que j'ai. L'oestradiol Enatat c'est une oestradiol qui a été légèrement modifiée, donc la plus courante c'est la Valérate. Celle-là elle a été légèrement modifiée spécifiquement pour les personnes trans justement, pour que l'absorption se fasse sur le plus long terme. Ce qui veut dire que eh bien moi je peux me l'injecter toutes les semaines, tous les 7 jours. Là où l'oestradiol Valérate, ça va être tous les 5 jours par exemple. Donc ce qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est comme un cycle de femme 6 au final. Votre taux d'oestradiol dans le corps va pas être constant. C'est-à-dire que va y avoir un pic, et puis après avec l'absorption, forcément ça va descendre. Donc moi par exemple, quand j'en prends toutes les semaines, ça fait ça. Là, à ma prise, ça fait ça, puis ça redescend. À ma prise, ça redescend, puis ça m'a, et ainsi de suite. Donc là aussi, il faut prendre en considération que vous n'êtes pas continuellement à des taux de pic, des taux de 300, des taux de 250, etc. Vous allez varier. Donc il faut faire une moyenne par rapport à ça. Donc là aussi, les taux sont plus bas que du 300 entre guillemets. Donc c'est un truc aussi à prendre en considération. Moi je vous ai dit par exemple là tout à l'heure c'était 175. 175, c'est pas le taux auquel je suis exactement, je suis un peu plus quand même en réalité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même au taux 175, j'ai quand même ma testostérone qui ne remonte pas. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc là moi personnellement, j'ai juste à y penser une fois par semaine. Donc je me mets un réveil quoi tout simplement, enfin une note ou un truc comme ça dans mon calendrier. Et voilà. Et si jamais je viens à l'oublier, ce qui m'est déjà arrivé à le faire un jour, je peux le faire le lendemain sans que ça pose vraiment de soucis. Donc faut pas plus tarder que d'une journée, hein. Mais étant donné que voilà, c'est quand même plus constant, vous avez de plus haut taux, donc le corps peut continuer à assimiler. C'est quand même beaucoup plus permissif que ça. Ou si j'oublie une journée, mon taux redescend directement, quoi. Donc ça c'est quand même plutôt cool. C'est un des avantages à avoir des plus hauts taux aussi, hein, forcément. Voilà. Le seul risque que ça peut avoir, c'est de faire remonter légèrement votre taux de testostérone qui va être directement de nouveau inhibé dès que vous vous injectez ça, quoi. Donc voilà. Alors le dernier des avantages auxquels je voulais parler, c'est la difficulté de ça, parce que malheureusement, cette méthode, vu qu'elle n'est pas officielle, enfin qu'elle n'est pas acceptée, qu'elle est interdite en France, etc., pour trouver des informations dessus, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que là, je vous en donne quand même pas mal. Je vous mettrai dans un lien aussi un outil qui va vous permettre de calculer qu'est-ce qu'il vous faut, le taux d'injection que vous avez besoin, de vous faire une courbe, etc., et tout selon le type d'oestradiol que vous avez. Donc ça c'est vraiment très cool. Moi je l'ai utilisé, donc ça m'a permis vraiment de calculer combien j'ai besoin de m'injecter par semaine. Donc voilà, ça c'est un truc qui est un peu plus compliqué. Si jamais vous avez des doutes là-dessus, etc., vous pouvez aussi demander de l'aide à votre endocrinologue ou à votre médecin généraliste si vous avez un médecin généraliste qui est formé à tout ceci, ce qui est rare malheureusement, alors qu'ils ont le droit de le faire et qu'ils peuvent très bien se former là-dessus, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, vous pouvez vous faire encadrer, il n'y a pas de souci. Faites régulièrement aussi des bilans hormonaux pour voir à combien vous êtes, etc., pour pouvoir adapter et trouver le bon dosage dont vous avez besoin. Moi par exemple, voilà, j'avais fait mes tests, etc., sur le testeur, le simulateur là que je vous mets dans la description. Mais c'est vrai que c'est une généralité qui est faite dessus. C'est-à-dire que votre corps va assimiler d'une autre manière. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt au final à faire des tests. Si vous faites un test, je vous le conseille de le faire le dernier jour, juste avant, en fait le même jour de votre injection, mais avant l'injection. Comme ça vous voyez votre taux en bas, donc vous voyez comment il assimile, entre guillemets, parce que vous connaissez le taux que vous injectez, mais vous connaissez pas votre assimilation. Donc ça vous permettra de connaître votre assimilation et de voir aussi comment réagit votre testostérone en fin de cycle.
Donc ça demandera aussi de se former par rapport à la piqûre. Si jamais vous avez personne qui peut vous aider de ce côté-là, vous pouvez très bien demander à votre médecin. Petite chose à savoir, les seringues surtout ne les jetez pas. Ne les mettez pas à la poubelle, vous les gardez, vous les mettez de côté et vous les ramenez à votre médecin ou à votre endocrinologue, pardon, excusez-moi. Eux en fait les récupèrent et les envoient à des organismes qui sont spécifiés, enfin qui travaillent en fait, qui font ça spécifiquement. Ils vont les récupérer. Ça évite en fait à ce que les seringues traînent dans les poubelles, dans ce genre de choses, et que n'importe qui puisse venir les récupérer et faire des choses. Bah déjà voilà, il y a de vous dans ces seringues entre guillemets, premièrement, et puis deuxièmement ça peut être risqué pour ces personnes quoi. On sait pas qui ça peut être, si c'est une personne qui prend de la drogue ou quoi que ce soit, qui se repique derrière vous, c'est vraiment pas quelque chose de conseillé. Autre chose, ne vous piquez pas 2 fois avec la même seringue. Pensez aussi à acheter des petites bandes de désinfectant. Moi c'est ce que j'ai. Donc à chaque utilisation je désinfecte ceci. Je désinfecte ma peau, je me lave les mains, etc. et tout. Et puis une fois que j'ai retiré la seringue, pareil, je repasse un petit coup de désinfectant dessus. Bref, voilà, c'est tout. Hein, ça demande pas vraiment... c'est pas compliqué, sincèrement. Mais ça demande un petit peu de préparation et de réfléchir. Voilà, c'est comme les piles. Hein, les piles, vous les mettez pas à la poubelle. Les seringues, c'est pareil. Le comparatif est incroyable. Voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant... l'injection. Si jamais vous avez des questions là-dessus, étant donné que c'est la méthode que j'utilise le plus, c'est celle que je connais le mieux, donc forcément c'est pour ça que je prends un peu plus de temps dessus. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à venir en MP pour en parler. Donc on va passer du coup à la dernière méthode, et on voit le soleil qui se lève derrière, c'est génial, tout devient de plus en plus éclairé, ça va faire de super raccords ça dans la vidéo, mais enfin bref, on s'en fout. Donc la méthode Power, alors ça c'est une méthode qui est assez compliquée entre guillemets, et qui est très peu connue. Bon, je vais lire, cette méthode ne fait ainsi pas partie des méthodes reconnues par l'Endocrine Society. Le Dr Power a prévu de publier ses résultats dans un avenir plus ou moins proche. En attendant, nous devons de prévenir qu'elle ne peut encore être considérée comme une théorie qui attend donc encore d'être prouvée. La méthode Power a été inventée par le docteur William Power, un médecin généraliste américain. Sa méthode est devenue populaire parmi les femmes trans extrêmement rapidement. Donc, il faut savoir que celle-ci est très controversée à la base de très nombreux débats entre ses partisans et ses opposants. Donc il s'agit à la base d'une monothérapie oestrogénique, mais avec comme spécificité de surveiller à la fois le taux d'œstradiol et d'œstrone. L'œstrol est une autre hormone œstrogénique, contrairement aux autres méthodes qui ne mesurent que le taux d'œstradiol. Son but était de rechercher à reproduire l'évolution des taux d'œstradiol et d'œstrone pendant la puberté, en débutant par un fort taux d'œstrone, avant d'évoluer vers un fort taux d'œstradiol après quelques mois. En pratique, il s'agit de débuter par une prise d'œstrogène sous forme de comprimé, puis de basculer vers des injections ou des patchs après quelques mois. Dans l'idée d'imiter les taux de puberté, il ajoute généralement de la progestérone une fois que la poitrine est suffisamment développée. Lui, il choisit de le faire à partir de la fin du stade de Tanner 3. Les Tanner, c'est des stades d'évolution en fait des seins, de la pousse, etc. D'ailleurs, généralement, les femmes trans bloquent au Tanner 3, d'où le fait qu'on n'ait pas des seins vraiment aussi poussés et définis que des femmes cis. En tout cas, pour beaucoup. Malheureusement, il y a des personnes qui arrivent quand même à atteindre le Tanner 4, mais c'est plus compliqué, d'où le fait d'utiliser aussi de la progestérone à ce moment-là. C'est ce qui est espéré et attendu. On retrouve l'idée d'imiter une puberté comme dans d'autres types de méthodes. La principale différence étant qu'au lieu d'imiter le taux d'œstradiol, cette méthode se base sur le ratio entre œstrone et œstradiol. Cette méthode est en perpétuelle évolution, ces dernières itérations ont vu l'ajout de la bicalutamide, pardon, excusez-moi encore une fois, en tant qu'anti-androgène, le rapprochant aussi d'une méthode plus castrique. Alors d'ailleurs, le bica, pour faire une toute petite aparté dessus, c'est un bloqueur de testostérone très efficace avec peu de risques. En fait, il va pas jouer sur si je me souviens bien, j'espère que je vais pas dire de conneries, il va pas jouer sur le taux de testostérone, mais sur les récepteurs de testostérone. C'est-à-dire qu'il va inhiber les récepteurs, donc votre corps va continuer à développer de la testostérone, mais ne l'assimilera plus en fait. Mais bon, si vous voulez plus d'informations sur le bica, pareil, sur le lien que je vous envoie, il y aura ce qu'il faut. Donc voilà, donc cette méthode elle est intéressante moi je trouve, parce qu'il y a une réflexion, une logique un peu plus poussée sur le fait d'essayer de rechercher plus loin et imiter justement la vraie puberté d'une femme cis. C'est d'ailleurs quelque chose dont je me suis personnellement un peu inspiré en final quelque part,
en commençant de manière beaucoup plus chill, en augmentant, en allant dans des taux suffisamment hauts pour casser la testostérone. C'est aussi dans cette idéologie que j'ai voulu n'utiliser qu'un produit, entre guillemets au moins au début, de pas utiliser d'anti-androgènes, etc. et tout, justement pour me concentrer en fait sur l'œstradiol, qui est la seule molécule qui est présente lors d'une puberté féminine, en tout cas pour le développement des attributs sexuels secondaires. Et puis après l'arrivée justement de la progestérone qui va développer les tubes Lactalib, etc. et tout, donc qui arrive à un stade beaucoup plus tard. Donc là, comme on l'a vu, le stade de Tanner 3, stade auquel je ne suis pas du tout encore, donc voilà. Mais à la différence, en effet, que du coup, je n'ai pas d'œstrone actuellement dans mon corps, mais je m'étais quand même informé, voilà. Il s'avère que les œstrones et les œstradiols, si je dis pas de bêtises, alors je dis peut-être des bêtises, je ne suis pas sûr, parce que là il faudrait que je refasse des recherches là-dessus et ça vient de me revenir, j'avais oublié ça. Si jamais j'ai de la merde, encore une fois, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, même si il me semble que c'était ça. Quand on prend des comprimés d'œstrogène, l'œstrogène n'est pas assimilé de la même manière et va générer des œstrones, là où quand on se l'injecte ou quand on se l'applique avec justement voilà, ce genre de choses, ça va pas passer par le foie, il me semble, et c'est le foie, il me semble, hein, je dis bien encore une fois il me semble, c'est le foie qui va transformer en fait les œstrogènes en œstrones. Donc voilà, d'où le fait que dans cette méthode là on commence par des comprimés pour générer l'œstrone, qui est justement l'hormone qui est présente dans les débuts de puberté de femme cis, puis ensuite repasser du coup sur soit ce genre de choses, soit de l'injection pour que le corps assimile des œstradiols et non de l'œstrone. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour des méthodes. Donc il y en existe peut-être encore d'autres, en tout cas que moi je n'ai pas à connaissance. J'ai fait quand même beaucoup de recherches et c'est les 4 méthodes qui revenaient généralement. Dont des méthodes qui sont plus ou moins connues. La 4e est très peu connue. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté des informations qui vous sera utile, qui vous permettra de prendre recul, de savoir un peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se fait, pourquoi, comment, les risques, etc. et tout. Comme dit, moi j'ai pas la science infuse là-dessus, mais je vous mets à disposition le Wikitrans qui va vous permettre du coup d'aller chercher plus en profondeur. Vous aurez les noms, vous pourrez aller rechercher aussi les études, vous pourrez aller chercher, enfin bref, tout ce qu'il vous faut, les différents noms de produits, aller faire des recherches, machin, aller vous informer sur l'Endocrine Society, aller plus loin, voilà, il y a des brochures pour les parents, pour les proches, il y a une introduction, il y a des trucs concernant la communauté, concernant les personnes en questionnement, des questions du coming out, les traitements hormonaux, le financement, remboursement, médical, administratif, transition féminine, transition masculine et non-binarité. Voilà, donc vous avez vraiment énormément de choses sur ce wiki, je le trouve extrêmement bien fait, donc ça c'est vraiment très cool, vous pouvez aller vraiment très loin avec, vous pouvez aller chercher plus loin. Je vous mets aussi à disposition, comme je vous ai dit, le simulateur d'injection qui va vous permettre, voilà, d'aller faire des recherches. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez passer en DM comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas aussi que j'ai des Discord communautaires qui peuvent vous aider si vous avez des questions sur ces sujets-là. D'ailleurs, si vous recherchez à vous procurer ce genre de choses, voilà, qui n'est pas commercialisé en France, malheureusement vous allez devoir passer par des choses qui ne sont pas officielles, donc il faut passer par des chemins qui ne sont pas officiels non plus. Et dans ce cas-là, je vous redirige vers moi, venez vers moi, je vous renverrai vers des personnes qui pourront vous permettre de vous procurer ces choses-là. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre écoute, votre bienveillance aussi dans les commentaires. La première vidéo a fait quand même pas mal de vues, c'est cool. J'ai eu énormément de retours de votre part qui me remercient. Que ça vous a apporté des choses et c'est vraiment ce que je voulais viser avec cette vidéo. Donc merci beaucoup, je suis très heureuse de vous apporter. Je suis très heureuse si ça peut vous permettre, voilà, de vous faciliter certaines choses. Tout de même avec cette vidéo, j'espère que ça vous apportera des éléments, que ça va vous faciliter. Et puis on se retrouve bientôt et qui sait peut-être sur Twitch. Bisous.